J'aimerais appeler à présent sur scène Alexis Serrano, je vous en prie, de Beyond Trust. Pourquoi le PAM doit-il être le socle à votre stratégie IAM? Exactement. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette 7e édition de la CSS. Effectivement, je voudrais commencer par saluer Mehdi ainsi que toutes les équipes d'XCOM qui sont pour beaucoup au succès de cet événement. Et derrière chaque succès se cache un individu, des individus, et ça va faire le lien effectivement avec la thématique. L'identité et les accès de mes utilisateurs. Le fameux IAM au sens large, qui est particulièrement important et qui permet de confronter les utilisateurs au système d'information. On va faire un petit historique un petit peu sur l'infrastructure et son évolution, et en quoi justement la gestion de l'identité, de l'humain, est primordiale aujourd'hui. On va faire un petit peu d'histoire, l'informatique avant même qu'il y ait des réseaux. On avait un premier débat de sécurité, à tel point que la sécurité n'existait même pas. Je parle vraiment de l'ère avant les années 90, où on parlait de machines, de software et de compatibilité, afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est la première défaite de la sécurité, qui n'existait pas encore. Et effectivement, les utilisateurs avaient besoin d'utiliser ces machines, ces serveurs, ces postes, afin de révolutionner le contexte d'entreprise grâce à cet outil informatique. Rapidement, cette compatibilité donc, a permis aux utilisateurs d'utiliser le software et de tout simplement le rendre incontournable afin de proposer des nouveaux services, des nouvelles manières de travailler. Et ensuite, le réseau, l'infrastructure, on a permis de faire un périmètre pour pouvoir absolument contrôler, protéger, mettre des barrières, le firewall dans les années 90, afin de contrôler ce que vont faire nos utilisateurs et s'assurer qu'effectivement ils sont bien protégés. C'était bien trop facile, donc le cloud, la virtualisation a mis un coup de pied dans la fourmilière et a commencé un petit peu à complexifier ce réseau informatique. Et aujourd'hui, il est encore plus éclaté. On parle d'Internet des objets, on parle de DevOps, qui rendent ce périmètre volatile, dynamique et très dur. Donc ce fameux périmètre qu'on avait mis en place, aujourd'hui il n'existe plus, ou du moins il est dur à redéfinir, et la manière dont on va le redéfinir, c'est grâce justement à l'utilisateur. C'est cet utilisateur et son activité qui va nous permettre de redéfinir ce périmètre et à nouveau avoir cette sphère de contrôle et de confiance. L'IAM, la gestion des identités et des accès. Ce petit graphique que vous voyez là a été produit l'an dernier par Accenture afin de montrer que l'IAM est une discipline, comme je le disais, primordiale. C'est l'IAM qui permet de confronter l'utilisateur au système d'information, de lui permettre d'utiliser les applications dont il a besoin pour travailler. Et c'est piloté bien sûr par les opérations, qui veulent absolument que l'expérience utilisateur soit bonne. Parce qu'un utilisateur qui a une bonne expérience, c'est un utilisateur qui travaille mieux, qui est plus productif et qui fait rentrer plus d'argent pour l'entreprise. C'est quand même le but de toute entreprise. Bien sûr, cette gestion de l'identité doit s'intégrer sur le reste de l'infrastructure informatique, le SIEM, l'ITSM, les outils, la gestion des applications, des infrastructures, bien sûr les proxys, le firewall, la mobilité. Tous ces éléments, on doit les connaître, les maîtriser et intégrer la gestion de comment mon utilisateur va s'identifier et à quoi il va accéder pour faire son travail. Et vous voyez bien sûr les différentes disciplines de l'IAM, la gestion du management de l'identité, de son cycle de vie, la gestion bien sûr des accès, des certifications, bien sûr des credentials, des mots de passe. Qu'est-ce qu'ils vont taper pour pouvoir accéder à telle application, à leur CRM, à leur fichier de comptabilité, les accès, le management et puis le risque de tout ça. Et vous voyez tout en bas à droite, le fameux PAM qui m'est si cher.
le cœur de métier de BeyondTrust, c'est bien sûr de faire du PAM depuis des années. Et aujourd'hui, on se positionne comme leader incontesté du sujet. Parce que le PAM est un sujet complexe, qui peut prendre différentes formes. Un sujet PAM pour vous, ce n'est pas le sujet PAM d'un autre client. Parce que, n'ayez pas peur, le PAM c'est tout ça. Donc historiquement, on a bien sûr le session management, la gestion des sessions. Je veux enregistrer l'activité de mes administrateurs. Je veux absolument comprendre qu'est-ce qu'ils font, et puis à des fins de législation, de réglementation, mais aussi de productivité et de sécurité, j'ai besoin d'être bien sûr que tout le monde accède à la bonne information et au bon service. Ce qui va de pair avec la session d'accès, c'est la gestion de l'identité de cet administrateur. Et quel mot de passe va être utilisé? 1, 2, 3, 12 mots de passe, quelle complexité? Et bien sûr, on va pouvoir mettre en place le stockage de ces mots de passe. Encore une fois, on va s'intégrer avec l'infrastructure, parce que le PAM, lui aussi, a besoin d'être intégré avec votre outil de SIEM pour corréler les éléments de sécurité qui ont été glanés par le PAM, bien sûr avec le ticketing, parce que l'administrateur, le technicien de support, tous ces comptes critiques mais sont étroitement liés à la gestion d'incidents, à la remise en marche. C'est les gens qui font tourner l'IT. C'est les gens, le PAM, gère les utilisateurs qui ont droit de vie ou de mort. Parce qu'on a tellement utilisé cette notion de compte à privilège, il faut essayer d'en comprendre le sens. C'est des gens qui peuvent impacter la production. C'est des gens qui peuvent, en 2 clics, éteindre le service qui va faire planter l'usine. C'est pour ça qu'ils sont critiques. Ce n'est pas un simple utilisateur qui essaye d'imprimer un bon de commande. C'est quelqu'un qui a la possibilité de faire tomber tout le système qui gère les commandes. Donc c'est pour ça que le PAM est particulièrement important. Mauvais bouton. Donc le Gartner est d'accord avec moi. Ce n'est pas juste une vue d'Alexis Serrano. Ils viennent de mettre à jour, là, en juin 2019, le top 10 des sujets sécurité qu'il faut adresser pour un RSSI au niveau mondial. Le PAM arrive numéro 1. L'an dernier, c'était déjà le cas. C'est un sujet qui est mature. C'est un sujet où enfin on se rend compte qu'on a donné trop de permissions. Parce que ces gens-là, comme je le disais tout à l'heure, ils font tourner l'IT. C'est eux qui sont là pour être sûrs que les utilisateurs peuvent travailler. Et comme je disais, faire rentrer de l'argent à l'entreprise, faire tourner le carnet de commandes. Donc ces gens-là, il faut absolument être sûr qu'ils aient tout ce qu'il faut pour bien faire leur travail. Mais d'un point de vue sécurité, et parce que les métiers passent toujours avant la sécurité, on a commencé à leur donner trop de privilèges. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Forcément, si j'ai beaucoup de privilèges, j'ai ce qu'il faut pour faire ce que j'ai besoin de faire. Par contre, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue gouvernance, on se rend compte qu'on part à la chasse aux papillons avec un bazooka. Ça peut marcher, c'est un petit peu surdimensionné. Bon, bien sûr, il y a d'autres sujets qui sont tout aussi importants. Le deuxième, j'aimerais bien m'y attacher, c'est la gestion des vulnérabilités qui commencent à être étroitement liées. Et d'ailleurs, dans les analyses qui vont avec cette petite infographie, le Gartner, il y a 2 choses qu'il faut vraiment garder en tête dans votre projet PAM. C'est de faire du PAM qui est basé sur un risque, pas simplement sur une vulnérabilité, parce que la vulnérabilité, elle est la même pour tout le monde. Par contre, le risque, il est spécifique pour chacun. Une vulnérabilité sur un asset qui est particulièrement accessible, c'est un risque. Cette vulnérabilité n'est pas corrigeable, c'est un risque supplémentaire. Et en plus, j'ai de la donnée particulièrement critique, c'est un risque qui est trop fort. Donc il faut que mes règles de PAM, d'accès et d'identité, puissent réagir à ce score qui est monté en flèche. Et du coup, dire, puisque cet asset est critique, qu'il est vulnérable, que je ne peux pas le patcher, mais je ne veux pas que mes admins y aillent. Je vais bloquer l'accès, ou alors je vais durcir l'accès à cet asset. Et c'est en ça où, effectivement, le PAM doit être basé sur un risque constaté. Le deuxième élément que dit le Gartner, c'est tout simplement de faire un PAM qui va aussi s'attacher sur les utilisateurs externes. Parce que bien sûr, naturellement,
c'est plus facile de sécuriser ceux qui sont à la maison. On les connaît, on connaît leurs habitudes, on sait qu'est-ce qu'ils font le matin en se levant. Et ceux qui sont dehors, c'est l'inconnu. Mais pourtant, les attaques, elles viennent principalement de dehors. Maintenant, je vais remplir rapidement sur les différents cas d'usage, essayer de traduire ce PAM en cas concret. C'est que j'ai des utilisateurs qui sont internes, externes, qui sont critiques, qui sont particulièrement importants. Et ils ont des accès superflus. On leur a donné ça pour faire ça. Parce qu'on avait besoin que ça marche, on avait besoin que ça tourne. Ce problème, c'est que maintenant, on se rend compte que donner ça pour faire ça, c'est complètement inefficace. Et surtout, c'est une augmentation de la surface d'attaque qui est délirante. Deuxième cas d'usage, les identifiants partagés. Effectivement, encore une fois, il faut que ça marche. Donc plutôt que d'aller demander un nouvel accès pour un nouvel utilisateur, je partage le compte avec mon copain. J'ai un compte générique. On a installé le switch qui est arrivé hier. Bon, on laisse le mot de passe par défaut. Tout le monde le connaît, ça marchera rapidement. Donc tout ça, c'est des choses qui sont assez basiques. Changer le mot de passe par défaut du switch avant de l'installer. La PCI DSS, la norme PCI DSS qu'on connaît bien dans le monde bancaire, sur les mots de passe, ils disent une chose, s'il vous plaît, changez le mot de passe par défaut. Ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire. Et vous inquiétez pas, on l'a tous. Dans toutes les entreprises, on va trouver un switch, un routeur qui a des mots de passe par défaut. Et puis surtout, les identifiants partagés, c'est des droits superflus. 80% des fausses manips. Ah zut, j'aurais pas dû faire ça. Ça existe parce qu'ils avaient ces fameux droits superflus qui leur permettaient de faire ces actions. Si on leur avait donné juste les droits dont ils avaient besoin, ça ne serait pas arrivé. On aurait éliminé 81% des incidents de sécurité. Non négligeable, là, quand même. Troisième point, c'est les assets. Ils sont vivants. Ils n'ont pas besoin de l'utilisateur pour vivre. Ils ont un patrimoine applicatif, et avec des applications qui communiquent entre elles, qui communiquent avec des services, qui ont des vulnérabilités. Et ces vulnérabilités sont le lien qui vont nous permettre à l'attaquant d'aller d'une application à une autre, de rebondir et de chercher justement les failles critiques. 99% des attaques tirent parti de vulnérabilités connues. Mon collègue de Manage Engine parlait de WannaCry en 2017 qui a fait un Big Bang. Les hackers, ils ne sont pas super intelligents, ils ne sont pas particulièrement performants. C'est des gros flemmards. Ils étaient sur le patch Tuesday de Microsoft. Ils ont fait « Ah, il y a une nouvelle vulnérabilité corrigée par Microsoft. Elle est sympa. Quand est-ce qu'ils vont patcher les gens? D'ici 1 an ou 2. Allez, on mitraille. » Aussi simple que ça. Donc une vulnérabilité connue et patchable, ça ne veut pas dire que le problème est résolu. Donc c'est pour ça que gérer les vulnérabilités, c'est quelque chose de vraiment important quand on est dans un contexte d'administrateur critique. Il ne faut pas laisser un utilisateur critique utiliser une application qui est vulnérable. Parce que son compte d'administrateur, si on associe l'administration d'un compte critique avec une vulnérabilité, si on a des droits d'admin et une vulnérabilité, c'est là où on a la porte ouverte aux attaquants. Parce que la vulnérabilité toute seule, et on le voit avec ces quelques chiffres, 90% des vulnérabilités, elles ont besoin des droits d'admin pour faire du mal. Une vulnérabilité toute seule, ça ne sert pas à grand chose. C'est pour ça que les attaquants, ils rentrent, et après ils attendent. Ils espionnent, ils attendent le droit d'admin. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils essayent de choper un mot de passe. Ils attendent que le post-it tombe par terre. Une fois qu'ils ont trouvé ce mot de passe, ils ont le Graal. Ils ont les clés du royaume. Donc c'est pour ça qu'effectivement, corriger une vulnérabilité, c'est bien. Corriger les droits d'administrateur rendent les vulnérabilités inefficaces. Les deux vont de pair. C'est pour ça que le Gartner, tout à l'heure, disait qu'il faut gérer le PAM de manière prioritaire et urgente, mais aussi la gestion des vulnérabilités. Deuxième point, après 30% des attaques, elles viennent de vos IT, de vos gens chez vous. Ceux à qui on fait confiance, ceux à qui on a donné trop de pouvoir. Un tiers des incidents de sécurité sont liés au fait que ces utilisateurs font quelque chose de pas bien. Volontairement, sciemment ou de manière malveillante, peu importe.
D'un point de vue production, c'est la même chose. Troisième point, c'est 80% des failles sont liées à une utilisation inappropriée. Donc on retourne vraiment dans les mêmes travers. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils ont la possibilité de le faire que le risque est là. Encore une fois, on a donné ça pour faire ça. C'est tout ce qu'il y avait là, qui a permis que le mal se passe. Dernier point, c'est aussi pour vous rassurer, hein. C'est 62% des entreprises au niveau mondial acceptent de dire, bon, d'accord, les comptes à privilèges, je les gère pas bien. J'ai pu faire un peu de PAM, et c'est pour ça que le Gartner sait que tout le monde a fait du PAM, ou un petit peu, a commencé, ou est en train de le faire. C'est pas suffisant. Il faut que ça soit général, il faut que ça soit global. Parce que si je laisse une porte d'entrée, parce que j'ai un profil administrateur qui était trop dur, bah lui, là, on dit non, le PAM, je peux pas, ça bloque mon métier, j'ai besoin de travailler, laisse-moi passer en VNC à côté, s'il te plaît, gars. Bon, d'accord. Là, le problème, c'est que lui, si son accès est corrompu, mais tout ce que vous avez fait au niveau du PAM, mais pas que, hein, le firewall, l'antivirus, tout, hein, c'est le vrai 0D, hein, il a les clés du royaume. Hein. On va rentrer un petit peu dans un cas d'usage concret. Vous avez peut-être entendu parler de cette attaque qui a eu lieu il y a 3 semaines, très récent. 3 gros éditeurs antivirus majeurs. On ne parle pas du petit éditeur scandinave, le gros éditeur. Ils se sont fait attaquer et le code source de l'antivirus était à la vente sur le dark web pour 300 000 $. Ça pique, hein. Ça pique beaucoup quand même. C'est propriété intellectuelle, des années de R&D, l'image, l'éditeur antivirus qui se retrouve avec son code source sur le dark web. Donc c'est un impact qui est catastrophique. On se dit, mais c'est des gens matures, ces éditeurs antivirus. Ils connaissent la sécurité, ils connaissent le PAM, ils en ont sans doute déjà. Et ce groupe de hackers, FXSMP, c'est un groupe russe qui s'était déjà fait connaître pendant les campagnes, etc., présidentielles américaines. En fait, ils ont, là encore une fois, ce n'est pas des foudres techniques qui ont révolutionné l'IT avec la capuche comme on les voit dans les films, hein, mais que c'est des flemmards. Hein. Ils ont trouvé un prestataire qui a un accès RDP. Je rentre. Ils ont développé un petit malware et après ils sont restés là à attendre. Et ce petit malware, il servait à quoi? À chercher un credential, à corrompre un compte Active Directory. Et en croisant les deux, ça y est, les clés du royaume. Ils étaient dans le réseau de l'éditeur antivirus en train de récupérer la propriété intellectuelle. Ils ont récupéré le code source, ils l'ont mis à disposition sur leur proxy dans le dark web, et puis rapidement, ils ont récupéré les bitcoins. Ce n'est pas un business model super complexe. Hein. Et pourtant, ça marche, et ça marche sur les sociétés les plus matures du marché. Je vais reprendre un dernier point. Il me dit quelque chose ce slide. Je l'ai déjà vu, il se répète, il perd la tête. Non, je voulais revenir sur le 2 points, parce qu'on voit que Verizon, en 2018, disait que 30% des attaques venaient de vos administrateurs internes. C'est grave. On va faire la réciproque. 72% des attaques viennent de l'extérieur. On en parle moins. Hein. Pourquoi Verizon parle des insiders? Parce que c'est communément ce que le PAM s'est adressé. Contrôler les gens qui sont à la maison, ça je sais faire. Contrôler les gens dans la rue que je ne connais pas, c'est plus compliqué. Gars. Pourtant, le vrai risque, il est là. Hein. Les FX MSP, c'est des externes. Ils sont rentrés. Donc concrètement, réfléchissons, même si vous avez fait un projet PAM ou que vous êtes en train de le faire, est-ce que je le fais sur mes assets les plus critiques, pour commencer? Est-ce que je couvre tous mes profils administrateurs qui ont des droits, les fameux super pouvoirs? Oui, bien sûr, mes admins, système, base de données, réseau, eux, ils sont faciles à identifier. Quoi. Par contre, j'ai des profils où, quand je les fais passer par le PAM, ça ne marche pas. Leur métier est bloqué. Les gens du helpdesk, les prestataires externes, il faut que je leur apporte une interface utilisateur dans mon PAM qui est capable de coller avec leur métier. Il faut qu'au helpdesk, je puisse acheminer une session en fonction de la compétence de l'IT. Il faut que le
technicien de support, il puisse interagir avec l'utilisateur final, avec des annotations, le partage d'écran, etc. Tout ça qui ne sont pas forcément adressés par les solutions traditionnelles de PAM. Et c'est en ça où vraiment trouver, comme je vous disais, les admins système, les admins réseau, les admins base de données, ça c'est facile. Par contre, pensons à ceux qui ont des profils administrateurs, mais qui ne sont pas forcément administrateurs. On a des utilisateurs à qui on a donné des droits d'admin, parce qu'ils l'ont demandé, parce qu'ils avaient besoin d'utiliser une application. Et puis, les métiers passent avant la sécu. On a beau être tous là en train de faire de la sécurité et de trouver que c'est primordial. Non, ce qui est vraiment primordial, c'est que l'entreprise, elle tourne et que l'argent, y rentre. Et pour ça, c'est le métier qui va toujours gagner la bataille, systématiquement. Donc réfléchissez bien à tout ça et dites-vous, entre vous, discutez, est-ce que je n'ai pas donné beaucoup de droits d'admin à beaucoup trop de personnes? Est-ce que je couvre et que je contrôle la traçabilité des accès de l'ensemble de mes profils administrateurs? Donc je vous laisse là-dessus, et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et au plaisir de continuer ces discussions tout à l'heure.